D'abord, on injecte un anesthésiant au fœtus pour l'immobiliser et lui éviter de souffrir. La maman, elle, ne sera anesthésiée que localement. Une anesthésie générale risquerait de mettre le bébé en danger. Le professeur Nicolaides incise l'abdomen de la mère pour y insérer le stéthoscope jusqu'à l'utérus. Une fois parvenu au corps du fœtus, il introduit délicatement le stéthoscope dans sa bouche et descend tout doucement jusqu'au fond de sa gorge. Ici. Oui. Ça doit être ici. Ça, c'est la glotte à droite. Une fois dans la trachée, le chirurgien va gonfler un minuscule ballon qui va piéger le liquide qui se trouve à l'intérieur des poumons. À mesure que le fœtus grandit, la croissance des tissus pulmonaires est stimulée par le liquide. Les intestins finiront par être repoussés hors du thorax. Le ballon va rester en place 2 mois, le temps pour les poumons d'arriver à maturité. Une intervention similaire permettra de le retirer juste avant la naissance, qui devra alors se passer normalement. Depuis qu'on opère ainsi les bébés ayant cette malformation, leurs chances de survie ont augmenté de 50%. Notre petite fille, elle, n'a pas de tels problèmes. Aux 2 tiers de son voyage, elle a la chance de rester tranquille, lovée dans le ventre de sa maman. Personne ne la dérange. Et pourtant, le monde extérieur l'interpelle. Ses sens sont en éveil. Son cortex cérébral s'est développé. Elle devient consciente. Son cerveau commence même à lui créer une mémoire. La fillette passe tellement de temps à écouter la voix de sa mère qu'elle en connaît les moindres intonations. Constamment à l'écoute, elle a intégré toutes les informations lui permettant d'identifier la voix de sa maman et même d'y répondre. En analysant les cris des nouveau-nés, les chercheurs ont découvert qu'ils reproduisaient certaines des intonations de leur mère. Le type de musique auquel le bébé est exposé peut influencer son humeur. À 33 semaines, le fœtus peut reconnaître une musique et même se trémousser en rythme en l'entendant. Dans le cadre d'une expérience, des fœtus ont été exposés à maintes reprises à la musique d'une émission de télé. Après leur naissance, ces bébés tendaient l'oreille, s'apaisaient et cessaient de pleurer en entendant les premières notes de ce générique. D'autres bébés n'ayant pas été familiarisés à cette musique avant leur naissance n'ont eu aucune réaction en l'entendant. Pour les chercheurs, c'est la preuve qu'une mémoire à long terme fonctionne déjà chez le bébé bien avant sa naissance. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il n'avancerait pas. Va quand tu Dans le cadre d'une autre expérience,
On a demandé à des mamans de répéter à voix haute la même comptine tous les jours, au cours du dernier mois de leur grossesse. Embrasser ta maman, À la naissance, les nouveau-nés ont prouvé qu'ils reconnaissaient la comptine et savaient même la distinguer d'autres ritournelles qu'ils n'avaient jamais entendues auparavant. L'écoute de la comptine familière provoquait chez eux un ralenti notable de leur rythme cardiaque, signe d'un apaisement évident. Selon certains scientifiques, il y a très peu de différence entre le cerveau d'un nouveau-né et celui d'un fœtus de 32 semaines. Autrefois, on estimait que le développement cérébral du bébé commençait à la naissance. Aujourd'hui, on se demande si la naissance n'est pas un événement relativement secondaire dans ce processus. Au moment de naître, cet enfant se sera déjà exercé à penser, comprendre et se souvenir. La dernière étape de la grossesse est la plus éprouvante pour la maman. Le poids du bébé et la pression exercée sur sa colonne vertébrale provoquent chez elle beaucoup d'inconfort. Son bébé non plus n'a pas le sommeil complètement paisible. Les échographies 4D ont permis d'observer chez le fœtus une phase de sommeil dite paradoxale, caractérisée par des mouvements oculaires rapides sous les paupières fermées. Après la naissance, cette phase de sommeil coïncide en général avec les rêves. Ces légers tremblements oculaires pourraient donc signifier que le fœtus a déjà une activité onirique, 1 mois avant sa naissance. Ayant encore si peu vécu, à quoi peut-il donc rêver ? Son rêve se déroule peut-être tout en douceur, tout en son et en sensation, sa peau sans cesse caressée par l'eau, ses oreilles bercées par des tons de voix étouffés. En un peu plus de 8 mois, le cerveau a produit environ 100 milliards de neurones, assurant 1 million de milliards de connexions. S'il naît à partir de 35 semaines, soit 8 mois de grossesse, le fœtus peut tout à fait survivre sans assistance médicale. Mais plus il reste dans l'utérus, plus grandes seront ses chances de naître en parfaite santé. Pour la maman, la situation est devenue bien inconfortable. Son bébé prend vraiment beaucoup de place. Et en enrobant son petit corps de graisse, il commence à la priver de trop de ressources énergétiques. Il est temps de sortir. Le compte à rebours a commencé. Il est impossible de déterminer à un jour près, voire à 1 semaine près, quand le bébé naîtra. Seulement 5% des enfants viennent au monde pile à la date prévue. La maman reste dans l'expectative et guette les premiers signes du travail. Le début des contractions utérines ou la perte des os lors de la rupture de la poche amniotique. Personne ne sait exactement ce qui déclenche l'accouchement, mais on sait que les poumons du bébé ainsi que le placenta jouent un rôle clé. Une fois arrivés à maturité, les poumons sécrètent une protéine dans le liquide amniotique qui modifie l'équilibre hormonal du placenta. Cette protéine ralentit la production de progestérone et libère une nouvelle hormone, l'ocytocine, qui stimule les contractions de l'utérus. L'accouchement commence.